Abel ici, Wiginade, Simenila, Ololoke, Seigneur, Jima. Bonjour à toutes et à tous. Je suis l'éditeur Aouti. Timide pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis donné l'impression cet après-midi d'échanger un peu avec toutes ces noms prohibés. Alors, l'échange placé sur le thème ces noms prohibés entre thématique et écologie. Alors, je crois que c'est un nom que j'étais connu dans les années, pas 2004, 2005 par là. C'est un peu trop, mais je me rappelle que j'ai été ton répétiteur en troisième, c'est ça? Pas mon répétiteur, mais celui de ma soeur. De ta soeur? Pour toi, c'est vrai aussi? On a jamais travaillé. On n'a jamais travaillé. Avec la grande soeur? Oui. D'accord. Et donc, avant d'arriver à Audi en 2009, j'avais déjà une bibliothèque que j'appelais Tom & Jerry dans le quartier. Je crois que ce nom était une lettrée de cette bibliothèque. Et j'apprenais en 2006 que ce nom griffonnait des choses. Effectivement, déjà en 2007, nous avions eu Myriam pour la rose noire. En 2007, tu étais en quatrième. Tu avais 16 ans, je ne sais pas. À 16 ans, qu'est-ce que vous faisiez dans le temps? C'est là où je pensais déjà à écrire. Et c'est là où on avait déjà un cahier de 300 pages dans lequel elle répondait déjà des choses. Je voudrais te demander pourquoi un tel projet à cet âge, peut-être tu devais être la tête première amourette, je l'appelle les tétons, tu avais déjà un projet d'écriture. Les premiers amourettes, je ne sais pas trop. Mais c'est bon. Et je disais les premiers amourettes, je ne sais pas trop, mais je pense que j'étais comme toutes ces jeunes de mon âge, je m'amusais beaucoup, je faisais un peu la folle aussi. Mais je n'étais pas trop retranchée du monde dans lequel je vivais et en ce moment, on parlait beaucoup socialement parlant, je veux dire, des thématiques que j'ai abordées dans mon ouvrage. Et je me dis, à l'adolescence, c'est aussi le moment où on fait le pont entre l'enfance et l'âge adulte, où on prend conscience qu'au-delà du beau, de ce couvent doré qui nous protège dans l'enfance, il y a une réalité à laquelle on doit se préparer. Donc voilà, je pense que c'est cette prise de conscience qui m'a amené à griffonner Myriam malheureusement dans ce cahier de 3 pages. Oui, mais c'est pas aussi facile. Hein? À 16 ans, et donc un jour comme ça, tu es allé acheter un cahier et puis tu t'es dit, bon, tu vais mettre sur papier, tu n'es pas vraiment allé prendre un cahier de 50 pages. Quelles étaient les conditions d'écriture? Ça t'a pris combien de jours, combien de mois? Et tu lisais déjà quoi en ce moment pour pouvoir avoir tel projet quand même à 16 ans dans notre contexte en 2007, 2006, 2005? C'est précoce. Ça dépend du contexte. Il y a un contexte global et un contexte spécifique. Le contexte dans lequel moi j'évoluais peut-être m'a permis de le faire, et peut-être ce contexte-là n'est pas le contexte de tout le monde. Peut-être que j'ai eu de la chance aussi, d'une certaine manière, d'avoir des parents qui sont tous deux économistes de formation et qui ont travaillé dans l'administration de profession, mais qui
tout le monde. Du coup, j'avais des livres à ma disposition. Et aussi, comme un diable qui était à côté. Et ce n'est pas forcément tout le monde qui a une bibliothèque de quartier. Donc voilà, il y a ce contexte global. Certes, on dit l'adolescence, voilà, c'est un peu la folie, c'est un peu l'amusement. Mais il y a aussi ce contexte spécifique là dans lequel moi j'étais et qui m'a permis d'évoluer comme j'ai évolué. Et après, je le dis aussi souvent, je suis arrivée à l'écriture peut-être pour sortir un peu de la solitude, parce que j'ai eu des moments un peu troubles dans ma vie côté santé. Et à force de rester seule, j'avais que des personnages de livres comme compagnons. Et donc voilà, ça m'a, à force de lire, parfois pour les lecteurs avisés, vous conviendrez avec moi que parfois on n'est pas toujours d'accord avec la suite de ce qu'on lit. Et donc j'ai eu cette envie-là soit d'écrire de nouvelles fins pour certains bouquins, ou soit d'écrire ma propre histoire et tout, pour la rose noire. Oui, mais il y a un cahier de 50 pages, il y a un cahier de 100 pages. Pourquoi tu es allé dans un cahier de 300 pages? Tu étais sûr que tu l'allais finir ou bon, avec l'idée qu'on va commencer, voir si, comment 300 pages? C'est simple, c'est simple, directeur. Le truc, c'est quoi? À la rentrée, les parents nous achètent des cahiers. Le surplus, c'est un cahier de 300 pages et non un cahier de 50 pages. Et puis que je ne voulais pas sortir mon argent pour aller acheter un cahier de 50 pages, j'ai détourné un cahier de 300 pages qui était en surplus sur ma liste de fourniture, c'est tout. Et ça, comment tu as travaillé? Est-ce que tu avais l'idée d'écrire un roman au départ, ou depuis les idées venaient et que c'est par la suite que ça s'allongeait et tout ça, ça a pris combien de temps pour arriver? Je suis pas venue à l'écriture avec ce que j'ai, je pense, avec ce que j'ai publié avec Myriam ou la Rose Noire. Au début, c'était de petits tests au fait que j'appelais de la poésie, mais qui aujourd'hui, quand je les lis, je dis que c'est pas du tout de la poésie, parce que c'est des phrases alignées dans des verbes. Donc, j'ai commencé par ça, et avec les camarades de classe qui me faisaient passer des lettres, j'écrivais un garçon. Après, la fille reçoit, elle revient me voir, je lui écrivais sa lettre, elle remet au garçon, le garçon revient, voilà, eux ils étaient contents émotionnellement, ça approchait, et ils aimaient bien, moi aussi j'étais content pour eux. Donc c'est comme ça. Et après, il y avait les chutes de textes que j'écrivais. Mais Myriam, je pense que c'est parti. Peut-être que je pense que j'ai une sensibilité assez prononcée aussi pour peut-être la souffrance des autres, ou j'ai une compassion très développée. Parce que Myriam, je me disais toujours qu'un jour j'écrirai un roman, un jour, mais c'est un jour quoi, jamais défini, jusqu'au jour où je rentre de l'école, je cours et je tombe sur une scène, une dispute qui tourne autour de la problématique de l'inceste. Et quand je suis arrivée à la maison, je sais pas, j'ai commencé par écrire comme ça, et chaque soir, avant de m'endormir, j'écrivais quelques lignes, et voilà. Après un an, Myriam ou la Rose Noire, elle a vu le jour. C'est ça. Parlant d'inceste ou de thématique, c'est ce livre que vous voyez Myriam ou la Rose Noire, la deuxième question. Je vous avoue que je ne sais pas, tes thèmes sont graves et largement au-dessus de ton âge. d'alors. Dans cet ouvrage, il y a, disons, un concentré de thèmes. Il y a le viol, il y a l'inceste, le proxénétisme, la prostitution, il y a l'honneur, la responsabilité, le pardon, l'amour, la résilience, la misère, l'amitié, les maltraitances, le trafic des enfants, l'exploitation des mineurs, les eaux rurales, la liste est longue. Et c'est
ça était en toi, tout ça, tu l'as vécu, tu as vu les gens autour de toi. Il y a tellement de choses à aborder dans cet ouvrage que je ne sais pas si toi-même tu es dans ta tête, tu es équilibré ou bien tu es. Est-ce que tu te retrouves? Est-ce que tu te retrouves? Je suis étudiant, c'est que je n'aime pas que quand on parle de Myriam la Rose Noire, on revient souvent sur le fait qu'à 16 ans, à 16 ans, à 16 ans, à 16 ans. Parce que je dis encore que j'ai eu cette chance-là de grandir dans un milieu où on ne me censure pas. On ne me censure pas au niveau réflexion, on ne me censure pas au niveau pensée, on ne censure pas mon regard sur la société. Je suis gaucher. Je donne un exemple. Je suis gaucher et je mange avec la main gauche. J'utilise la main gauche comme tout le monde utilise la main droite. La première fois qu'un prof a voulu me mettre en griffe dans la normalisme dans la société africaine parce qu'ailleurs, c'est pas la main gauche, tu l'utilises, ça ne représente rien. Quand ma mère a débarqué à l'école, il a compris. Et quand mon père a débarqué le prochain jour, il a compris que là, il ne faut pas toucher. Il y avait cette liberté-là, en fait. Je pense que ça m'a protégée d'une certaine manière. Et j'avais des parents qui étaient ouverts d'esprit et qui me laissaient réfléchir par moi-même. Et je pense que dans notre société africaine, c'est aussi quelque chose qui manque, au fait. Sans le savoir et en voulant éduquer l'enfant dans certaines normes, sans le savoir, on censure cette capacité-là de réfléchir, de s'ouvrir au monde. En fait, on restreint son monde à un idéal dans lequel, à cet âge, tu dois te limiter. Ce que moi, je n'ai pas eu et qui peut-être m'a aidé à aborder toutes ces questions-là à cet âge-là. Donc, est-ce que je suis équilibrée dans ma tête? Moi-même, je me le demande toujours. Mais voilà. C'est la réponse que je peux donner. Un aperçu pour ceux qui n'ont jamais vu Myriam la Rose Noire. Myriam, c'est une jeune fille qui a un grand frère, Malik, qui vivait tranquillement auprès des parents dans un village qui s'appelle Atigan. Tout se passait normalement comme dans une famille africaine. Jusqu'à ce qu'un jour, le papa est venu de nuit dans la case de sa fille. C'est suspicieux. Et donc, après ça, il y a une lettre qui est arrivée de la ville d'une ancienne camarade de la maman de Myriam qui est Fatou, qui lui demande de ses nouvelles, voudrait passer la voir. Et puis après, on surprend le papa une nuit en train de violer sa propre fille. L'inceste. En fait, c'est un sujet, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup d'inceste dont on ne parle pas dans nos familles. Mais dans le temps, moi, je ne concevais pas, je ne sais pas, ma petite sœur se déshabille devant moi, rien ne bouge de mon corps. Mais déjà, dans cet ouvrage, un papa va vers sa fille, et c'est le grand frère qui vient poignarder le papa sur le col. Alors, on va enfermer le papa, mais le mal est déjà fait à ce âge très tôt. Et la dame Rita, qui est l'ancienne camarade de la maman Fatou, vient comme les grandes dames qui viennent au village faire le show. Oh, vraiment, vous souffrez, hein? Non, je vais te soulager, je vais récupérer ta fille, je vais la mettre à l'école, elle sera dans de bonnes conditions, tout. La maman aussi.
bon, c'est une très belle occasion, surtout qu'il y a un danger potentiel à la maison. Papa qui commence à regarder sa fille autrement que sa fille. Et c'est comme ça que Myriam a dû quitter sa famille. Et rapidement même, c'est-à-dire d'autres voisines ont même proposé à la dame, mais nous aussi on a notre fille, prends. Et c'est comme ça que gratuitement cette femme est repartie avec 3 jeunes filles. Aïcha, Louise et puis Myriam. Mais ils n'ont même pas encore atteint la capitale que déjà dans le véhicule, la dame a changé de comportement. Même dans le parler, tout ce qu'elle a fait comme cinéma au village. Et c'est là où les 3 filles ou fillettes vont se rendre compte que cette dame-là même, elle gère plus d'une douzaine de jeunes filles ramassées comme ça au village. Elle vient les exploiter. Elle a créé toute une entreprise de vente de galettes. Et rapidement, les 3 fillettes ont rejoint les autres. Ça n'a pas été facile. Mais les choses ne font que commencer. Dans cette maison, il y a un surveillant du nom de Yato. Il y a le mari de la dame Rita, qui, eux aussi, les 2 hommes-là aussi, ne vont pas seulement exploiter les filles à des fins commerciales, mais vont aussi profiter. Et donc, Myriam va être encore une deuxième fois victime d'un drame. À 2, il s'est passé beaucoup de choses. Mais le récit est plus corsé que ce que vous imaginez. Le jeune homme qui est la fille, il s'appelle le jeune homme qui est le garçon de Dame Rita qui s'appelle Julien, va commencer par s'intéresser à Myriam. Donc une relation va commencer par naître entre le fils du bourreau et Myriam. Entre-temps, une des filles va partir, va s'enfuir. Je crois que c'est elle qui sera décédée. Il y a une autre qui va s'enfuir. À un moment donné aussi, Myriam va trouver un moyen de s'enfuir. Et avec la complicité même de Julien, qui est le fils, qui va même lui donner une grosse enveloppe pour se débrouiller dans la ville. Et c'est comme ça que la première partie de la vie de Myriam va finir. Myriam va évoluer. L'intrigue est très. Même tout ce que vous avez là, vous n'avez pas fait le tiers. Vous ne serez pas satisfait, non. Vous n'avez pas encore fait le tiers. Et Myriam avait une autre rencontre d'une dame qui s'appelle Nina. Nina aussi, c'est toute une histoire très corsée. Et il y a ces micro-récits-là à l'intérieur même de la trame principale. Et cette rencontre va devenir une deuxième vie de Myriam. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour vous dire que Myriam ou la rose noire, c'est pour ça que je pose souvent la question à Sénat. Est-ce que tout ça là, est-ce que toi-même tu as encore l'histoire à la tête? Tu l'as relu? Récemment, non. Récemment, non. Je ne suis pas sûr que toi-même tu puisses nous donner les autres éléments parce que c'est très mélangé. Moi, j'ai lu il y a à peine 2 semaines, mais là encore, je ne suis pas sûr de finir de dérouler le fil conducteur, bien de vous livrer le contenu. Et donc, quand on a sorti ce ouvrage en 2011, quels ont été les retours que tu as eus? Je crois que tu étais en en ce moment, en second. En second ou en première, je pense. En première. Comment tes camarades ont accueilli l'ouvrage? Comment tes profs, tes parents même? Je ne sais pas s'ils avaient lu avant. Ou c'est après la sortie, ma fille, je prends tranquillement comme un gardien chez moi et puis arrive avec un livre aussi pour tout faire. Comment était la réception de cette ouvrage?
au niveau familial, ils étaient contents déjà, parce que déjà tu publies, quel que soit le contenu, tout le monde est content dans la famille. Donc mes parents, ils étaient contents. Mon père avait lu le manuscrit avant la sortie. Après, c'est bien sûr pas le cahier. Il ne pouvait pas s'en sortir. Et ma mère, elle a lu après, parce que ma mère, elle aime plus dire les ouvrages religieux et économiques que tout ça. Donc, c'est après la sortie, et je pense qu'elle l'a lu aussi, parce que c'est moi qui l'ai écrit. Et voilà. Donc, ils ont. Non, ils ont trouvé que c'était bien. Et j'ai dit, mes parents, je pense que mes parents, c'est ma chance au fait d'avoir cette ouverture d'esprit sur le monde. Donc, oui, ils ont trouvé que c'était bien. Même mon grand-père, père à son âme, donc là, mon père, que je considère comme mon bébé, qui était très vieux, mais instruit aussi, il a apprécié. Je pense que c'est même lui qui a boosté mon père pour que ce soit, pour qu'on me laisse le lire. Et le public a aimé, le public en général a aimé l'histoire, l'intrigue, la trame, le suspense. Les retours négatifs, on dirait que pour les choses à améliorer que j'ai eu comme retour, c'est plus le niveau d'écriture. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de langage familier dans le récit, pas dans le dialogue et autres, mais dans le récit, dans la narration. Donc, du coup, c'est plus ça que j'ai eu comme retour négatif, je dirais. Sinon, à part ça, je n'ai pas eu de retour négatif. Et sur les personnages aussi, Juliette, sur les personnages n'ont pas été assez creusés. Je me suis plus focalisée sur l'histoire que sur la psychologie des personnages. C'est les deux reproches que j'ai eu. Voilà. À ce jour, tu regrettes Myriam? Oui. Je ne regrette pas d'avoir publié Myriam, parce que je pense que c'est cette publication qui a fait qu'aujourd'hui, Face Cachée fait la différence. C'est les acquis de Myriam qui m'ont permis de faire de Face Cachée le livre qu'on apprécie autant. Ok, et puis après cet ouvrage, il s'est passé un long moment, un peu comme le silence, on ne sait pas. Et puis c'est en 2015, ça fait quand même plusieurs années après. 5 ans, oui. Mais entre l'écriture 2007 à 2015, 8 ans. Ah oui, ça fait 8 ans. Oui. Alors, durant tout ce temps, il s'est passé quoi? Durant tout ce temps, j'ai été à l'école, j'ai mangé, j'ai eu mon bac, j'ai perdu quelques années en sociaux et je me suis retrouvée en psychologie. Ok. Alors, tu es revenu non plus avec un roman, mais avec des nouvelles. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on fera un peu tu es finalement en poésie. Qu'est-ce qui s'est passé du roman, nouvelle, poésie? Ça montre tout ça de ça. Je sais pas. J'ai pas de réponse. J'ai écrit Myriam, j'ai commencé l'histoire a refusé de s'achever. Donc j'ai continué par écrire. Après j'ai commencé dans Face Cachée, la première nouvelle que j'ai écrite, c'est, je pense, Face Cachée. Je l'ai écrit à un moment donné, l'histoire a voulu s'arrêter. Je suis arrivée au bout. Et je pense qu'avec la Face Cachée aussi, j'ai découvert une nouvelle forme d'écriture, une manière de construire les personnages. Et justement, c'est pour ça que je ne regrette pas d'avoir publié Myriam ou la Rose Noire, parce que c'est les acquis de Myriam ou la Rose Noire qui font de l'ouvrage Face Cachée ce qu'il est. Donc, je ne regrette pas du tout. Donc, ça m'a permis de plus creuser les personnages, de plus m'appesantir sur l'écriture et de créer. Voilà, de ne pas raconter une histoire, mais de créer un univers, de créer des personnages et de créer un ouvrage.
tu le dis tantôt, la différence est nette. C'est tranché entre face cachée, Myriam la rose noire, l'écriture, la profondeur des personnages, leur psychologie, les thématiques même, tu es devenue mystérieuse ici, il y a de la métaphysique, il y a des mystères, des noms ici. Par rapport à ici, la mutation est flagrante, c'est quoi? Est-ce que tu as triché maintenant comme tu as commencé l'université avec la psychologie, tu as triché? Tricher, avec ta formation, c'est-à-dire, c'est vraiment tranché, quoi, c'est tranché. Forcément, ma formation en psycho a façonné mon regard sur le monde, parce que en psycho, je suis mon propre outil de travail, mais c'est mes connaissances, ma vision des choses et les théories du coup, qui représentent mon outil de travail. Et ce qu'il y a aussi, c'est que on en apprend plus sur comment dire? J'ai appris des théories qui m'apprennent plus sur l'humain. Pourquoi? Qui font que quand je crée un personnage, je ne le mets pas dans une histoire et je construis cette histoire, je dis vas-y, fais ça, fais ci, fais ci. Non. Quand je crée le personnage, je laisse Quand je crée le personnage, je le laisse évoluer dans l'univers que j'ai créé. J'essaie de connaître mon personnage. Ce n'est pas juste un nom et un sexe, le personnage. C'est une personne, c'est une création. Et vu que peut-être je suis aussi croyante, peut-être que ça a joué, peut-être pas mentionné cette dimension de la psychologie seule. Je suis croyante, donc je me dis, Dieu, il m'a créé. Je suis arrivé sur terre, je pêche chaque jour. Mon personnage, il a la liberté aussi de pécher, d'aller dans le sens qu'il veut. Dieu me dit, vas-y, je dis non, je vais là, il me met pas des barrières. Alors pourquoi je vais mettre des barrières à mon personnage? Il est le bon Dieu avec grand D. Moi, je suis la bonne déesse de la fiction avec petit D. Voilà. Je vais vous donner l'aperçu de Face cachée. Je vais juste lire un morceau de Face cachée. Elle avance dans le couloir qui ressemble sans issue, scrute les portes une à une et appréhende de se retrouver devant celle qu'elle cherche. Manquant d'assurance, elle garde son sac sous le bras et serré contre le corps. Elle se rapproche de plus en plus du numéro qui lui a été donné à la réception. Le sang lui monte à la tempe, son cœur s'accélère, mais elle avance toujours. Plus qu'une chambre, et elle sera arrivée. Elle peut encore repousser le chemin, mais elle ne l'envisage pas. Elle continue d'avancer. Enfin la porte. Elle respire lourdement, ferme les yeux un moment, les ouvre, puis frappe. Dans ce recueil, comme on le dit, l'écriture a changé. Même les phases sont plus courtes qu'avant. Il y a un gros souffle. Vraiment, donc tu nous dis que en fait, maintenant, cet atelier est différent de l'ancien. Et dis-nous, pour la construction de ceci, tu commences par quoi? Par la psychologie des personnages avant d'arriver à l'histoire, contrairement à ceci. Maintenant, la construction de tes histoires, ça parle de quoi? À quoi? Là, comme je l'ai dit, j'avais envie de parler d'un truc qui m'a choqué dans une journée. Et l'histoire a refusé de s'arrêter, donc ça m'a pris une année pour que j'arrive à mettre un point final. Donc j'étais plus focus sur l'histoire. Pour moi, il faut que l'histoire commence comme ça, se déroule comme ça, arrive comme ça, quelle que soit la volonté des personnages. Mais avec les retours qu'on m'a fait, peut-être avec ma
formation et avec ma curiosité aussi, et avec mes lectures après Myriam et tout. Maintenant, quand j'écris, je n'ai pas publié grand-chose, mais à part ça et quelques petits traits, tests. Mais maintenant, quand j'écris, ça ne veut pas dire que j'écris plus, non. Mais quand j'écris, je crée mon personnage. J'ai un début d'histoire, je crée mon personnage. Et j'apprends à connaître ce personnage-là, qui il est, quels sont ses vécus, quelles sont ses passions. J'apprends à le connaître au point de parler de ce personnage comme je parlerais de mon meilleur pote, en fait. J'apprends à le connaître au point de dire aux gens, par exemple, si mon personnage, il s'appelle Monsieur Lucas, par exemple, je dirais non, Monsieur Lucas, il ne peut pas faire ça. Parce que mon personnage, il ne peut pas faire ça. Et quand je commence par écrire, et qu'arrivé à un moment donné, il faut faire le ça, dont je viens de parler, et que mon personnage est face à ça, et que pour que l'histoire avance comme je veux, mon personnage doit obligatoirement faire ça, mais ça ne correspond pas. Je lui laisse le choix de ne pas le faire. L'histoire prend une autre tournure, mais à la fin, parfois, on est agréablement surpris de se rendre compte que cette tournure est plus intéressante que ce qu'on envisageait. Et c'est comme ça que je construis. Je construis le personnage, j'apprends à le connaître. Maintenant, je construis un univers, je le mets dans cet univers, je mets une problématique et je le laisse se confronter à la problématique. Ça, c'est du bluff d'auteur. Votre histoire, là, je ne comprends jamais. Il faut comment un personnage va se laisse connaître par sa créatrice, les amis, c'est pas du bluff. Les auteurs, c'est comme ils ont une façon de nous bluffer. Ou bien peut-être qu'il faudra demander à Fanny comment s'est fini le débat à la fin de sa pièce de théâtre Chemin de croix. Je pense que ça répondra à la question. Merci de nous avoir un peu bluffé, mais merci quand même. On a vu l'essentiel. Je crois que je vais maintenant ouvrir le débat. Elle est tabou, hein? On n'est pas auteur facilement. Il faut qu'elle sue, pour qu'elle rentre avec des courbatures pour se sentir vraiment autrice dans sa peau. Donc, je vous la lis. Excellente thématique et psychologie. Ceux qui ont eu l'occasion de la lire déjà aussi peuvent se prononcer. Et si au cours de l'échange vous avez des aspects que vous voulez aussi creuser, librement, on peut circuler la parole. C'est là. Et comme très réagi, ok, oui, allez-y. Merci. Les trois questions. Merci, mademoiselle l'auteur. J'aimerais savoir la question en écrivant et après en publiant Myriam ou la Rose Noire. N'avez-vous pas projetez-vous pas de devenir une écrivaine derrière ou auteur? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est de savoir pourquoi n'avoir pas fait des études de bec moderne et sociaux et ensuite psychologie. Et dernièrement, Myriam serait-elle la face cachée des scénarios? Merci. Inversion. Non. Ok, on va faire les exercices par ici. Ok. Merci de m'avoir donné la parole. Je me présente, docteur Aïe. Au sujet de ce que l'écrivain, la nouvelliste vient de dire que le personnage pourrait toutefois, à un moment donné, influencer le créateur. C'est vrai, hein? C'est vrai. Si vous aventurez à créer ces œuvres de papier-là, vous verrez qu'à un moment donné, particulièrement, surtout quand il s'agit du personnage principal, du narrateur, il y a
ce qu'on appelle la focalisation. Et à ce niveau, quand c'est le personnage principal et en même temps le narrateur, il y a ce que nous appelons la focalisation interne. Donc c'est à partir de son point de vue que toute l'histoire se déroule. C'est grâce à ce personnage qu'on arrive à découvrir les autres personnages. Donc il y a une grande influence, non seulement sur les autres personnages que tu vas créer, mais si tu ne sais pas faire, c'est parfois qui te met les bâtons dans les roues du point de vue création et il t'influence d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas en train d'adouber la nouvelliste, mais je vous assure que ces êtres de papier, c'est parfois comme ça qu'ils réagissent avec leur lecteur. Merci. Merci, monsieur le directeur de la parole. Je tiens également à dire félicitations à tous ceux qui s'est inscrits. Ma question, c'est de savoir, on fait les étapes à peu près. Moi, j'ai dit un peu comment on crée un personnage dans un ouvrage. Mais cela ne m'a pas convaincu. Maintenant, je voudrais savoir comment tu arrives à concevoir et à créer ton personnage de telle façon que cette personne-là, bien sûr, ce personnage que tu fais, reste figé de manière intangible dans une catégorie de personnes données. Et quand on prend ton personnage, on sait que c'est quand il va parler, ou bien quand tu veux le faire parler, il ne fera que ceci. Comment tu arrives à faire ça? Et là, moi, je voudrais donner un témoignage par rapport à ce qu'elle avait dit, puisqu'elle est gaucher. Moi-même, je suis gaucher. Tout ce que je faisais avant, c'est avec la main gauche. Quelle gauche? Oui. Dans mon enfance, c'est parce que on m'avait obligé à utiliser la main droite que aujourd'hui, parfois, je dois utiliser la main droite. Sinon, je suis gaucher. Donc, en classe de CE1, donc quand j'écrivais le teacher, enfin, notre maître, il n'arrivait pas à concevoir ce que moi j'utilisais dans ma gauche. J'étais le seul. Puis un jour, je sais pas ce qu'il a appris, il s'est élevé, puis il a pris une coupe à il a tapé sur ma main. Et il m'a obligé à utiliser la main droite. Je n'arrivais pas. Arrivé à la maison, j'ai dit cela à mon tuteur. Il a convoqué. Le soir là, ça n'a pas été facile pour lui. Or, mon papa, lui, je ne savais pas, parce que mon papa m'a placé chez un tuteur, M. Connausson, parce que lui quittait le quartier pour aller. Donc, mon papa, lui, ne voulait pas que j'utilise la main gauche. Donc, il m'obligeait à la maison avant à utiliser la main droite. Donc, il était parti dire au maître de m'obliger à utiliser la main droite. Moi, je ne savais pas. Donc, c'est quand le maître était arrivé chez mon tuteur qu'il avait dit que c'est mon papa qui lui avait dit. Le tuteur dit non, plus jamais. Que maintenant, là, je lui appartiens, que ce n'est pas mon papa qu'il ne faisait pas. Donc, pour dire que nous qui sommes nés avant un peu 80 70 là, on avait eu des difficultés. Nous qui sommes gauchers, on avait eu des difficultés à utiliser notre main gauche. Merci beaucoup. Ok, on commence par cette première série. C'est là. Tu as la question? Tu as oui. Est-ce que je voulais devenir autrice? Non. Je ne voulais pas devenir autrice. Au départ, j'ai écrit à 16 ans, j'ai publié à 20, 21 ans, je pense. Et j'ai publié aussi à cause de l'éditeur, parce que quelques années après, on s'est vu. Directement, je venais à la maison pour répéter des sœurs, voilà, je l'ai vu écrire des trucs que j'ai lus qui sont intéressants. Et je dis, ah oui, finalement, j'ai même écrit toute une histoire dans un cahier de 300 pages. Et évidemment, je peux lire, je dis oui, pourquoi pas, je ne savais même pas où était le cahier, j'étais partie chercher le cahier, je l'ai remis, et voilà, c'est comme ça que les débuts d'édition de Myriam la Rose Noire ont commencé. Donc non, je ne voulais pas à la base devenir autrice. Mais aujourd'hui, j'apprécie. Pourquoi la psychologie et non les lettres modernes? J'ai toujours voulu faire la psychologie depuis que j'étais en classe de 3e, seconde. J'avais vu une
série-là. Et j'ai décidé de faire la psychologie, mais quand j'ai commencé, j'ai compris que entre la série et la psychologie, comme ça se pratique, il y a une grande différence. Mais bon, il y a des aspects que j'ai appréciés, il y a d'autres aspects que j'ai pas, qui n'étaient pas aussi marrants que je l'imaginais. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et je pense que la psychologie m'aide aussi plus aujourd'hui que si j'avais fait des lettres modernes, je pense. En plus, les lettres, je pense que c'est plus important pour ceux qui veulent faire de la critique plutôt que pour ceux qui veulent écrire. Je pense que pour écrire, on n'a pas forcément besoin de faire les lettres. Il faut être imaginatif, je pense, et puis il faut avoir de la suite dans les idées, il faut aimer la création, et il faut essayer de penser au-delà de ses limites, quoi. Et tout ça, il ne faut pas se censurer. Et je pense que c'est plus ça, l'écriture, et je pense que la psychologie met sur ce plan-là que les lettres modernes auraient pu m'aider. Voilà. Est-ce que Myriam est ma face cachée? Non, pas du tout. Non. Myriam n'est pas ma face cachée. Peut-être que Myriam a eu un courage que j'aurais aimé avoir en surmontant ces épreuves, mais les épreuves que Myriam a surmontées, heureusement pour moi et malheureusement pour elle, j'ai pas eu à être confrontée à ça. Comme le dit l'auteur, j'ai grandi dans un cocon doré, mais je vois toujours la vie en noir. Et je pense que c'est tout. Là, ça va être long. Déjà que je parle. Déjà quand là, je travaille actuellement sur... Et puis il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que je suis très perfectionniste de naturel. L'éditeur, on se dispute sur 2 points. Parce que je suis dyslexique et je suis perfectionniste en termes d'écriture, bien sûr. Et donc, quand j'apporte mon manuscrit, c'est plein de fautes. Et ça me donne du boulot. Mais c'est pas ma faute que je suis dyslexique. Et de 2, tant qu'il ne me dit pas que le manuscrit est à l'édition, à l'impression, je viens toujours changer quelque chose. Ah, voilà. C'est là le CFR. Et du coup, ils me font le coup chaque fois quand je viens. Ils me disent que le manuscrit est à l'impression peut-être 3 mois avant qu'ils ne l'envoient à l'impression. Comme ça, ils ont le temps de tout corriger pour que je puisse bien changer. Et quand je veux écrire, là actuellement, le texte sur lequel j'ai écrit un roman, ce texte, je l'ai commencé par l'écrire en 2000. J'ai eu l'idée en 2017 de cette histoire-là, qui est à 20% basée sur l'histoire vraie d'un ami. Et du coup, je me suis dit, je ne peux pas raconter cette histoire en vrai. De 1, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes sur au Togo. Du coup, je veux me sentir en sécurité au Togo. Et de 2, je me suis dit, j'ai pas envie qu'on identifie les personnes. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas partir de ça pour créer quelque chose? Et il y a le personnage principal autour de qui tourne l'histoire. Et quand j'ai commencé, j'ai fait premièrement un organigramme. Je dis comment on appelle un arbre généalogique. J'ai fait l'arbre généalogique et j'ai situé mon personnage. Et maintenant, j'ai fait ce que nous appelons l'arbre systémique, c'est-à-dire le système dans lequel le personnage évolue. Genre, il est né là, voilà comment l'univers était constitué quand il est né. Il a vécu ici, voilà comment, et tout ça, ça influence, ça construit le personnage en fait. Et maintenant, ses parents, qui ils sont, comment ils l'ont éduqué, comment il a vécu, il faut que je m'imagine tout ça. Et tout. Donc j'ai fait tout ça, et après j'ai commencé par construire mon personnage en me disant
Voilà. S'il agit comme ça, qu'est-ce qui peut l'amener à agir comme ça? Pourquoi il fait ça? Sûrement qu'il a traversé tel, et c'est là où la psychologie est. Il y a tel traumatisme qui peut justifier qu'une personne se comporte comme ça, raisonne comme ça et tout. Et je dresse tout ça. Et après, je fais un portrait de mes personnages que je vis, que je raconte à mon entourage. Parfois même, je dis aux gens, vous savez, j'ai rencontré quelqu'un l'autre fois, il m'a raconté telle histoire et tout, et qu'il a agi comme ça. Parfois, les gens me disent, non, c'est insensé. Mais pourquoi il va agir comme ça? Mais tu dis que c'est quelqu'un de très gentil. Pourquoi il agirait comme ça? Tu te rends compte que, voilà, tu influences son personnage au lieu de le décider. Si lui, il a dit, voilà, et ces rencontres, ces échanges, ça te permet de nourrir ton personnage. Et après, quand tu mets ton personnage dans l'univers que tu as créé, dans la problématique autour ton livre, tu le mets dedans, ton personnage, tu sais ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Normalement, on devait même avoir un atelier sur ça, mais sur la création d'écriture, la création et la classification, le personnage psychologique des personnes, je me rappelle plus du titre. Mais malheureusement, on lui inscrit 0 prison. Dommage. Ok, intéressant. Encore un dernier tour pour la bourse. Question au niveau. Et Sylvain nous a dit un peu l'environnement dans lequel elle a grandi, ses parents sont ouverts d'esprit. Aujourd'hui, nous constatons que nos jeunes frères et sœurs ne s'intéressent pas tellement à la lecture. Et souvent, nous disons que non, il faudrait qu'ils s'intéressent à la lecture, c'est important, mais l'environnement familial n'est pas forcément rendu pour attiser cette envie en eux. Qu'est-ce qu'elle a à dire à propos de ça? Deuxième question, quels sont les auteurs qui t'ont influencé vis-à-vis au niveau de l'écriture? Et ma troisième question, c'est vrai, actuellement tu n'es pas au pays, tu es de l'autre côté. Est-ce que l'autre côté également influe sur ton écriture, sur ton projet d'écriture à venir? Je vais encore ajouter des choses. Face cachée, comme je le disais tantôt, à propos de termes qui sont, disons, mystérieux, mystiques. Qu'est-ce qui s'est passé et que maintenant, c'est vrai, tu as quitté les termes graves là, maintenant tu es rentré dans la métaphysique, le stagiaire par exemple, on n'a jamais compris jusqu'à ce jour. L'autre, l'éveil de la forêt, il s'est passé des choses, ne pas dormir la nuit, une face cachée, ça veut dire qu'il y a du clair obscur. Les thématiques ici sont carrément différentes ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu deviens de plus en plus mystérieux. La première question de je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais tirer la scène? Moi, je pense qu'en même temps aussi, beaucoup de mes camarades
lisait pas beaucoup, hein, je pense. Parce que parfois, j'arrive à l'école avec un gros papier, on me demande est-ce que tu peux lire tout ça? Donc, je pense que c'est pas. Peut-être qu'aujourd'hui, comme tu le dis, avec l'informatique, avec les réseaux sociaux et tout, ça renforce le manque d'envie des jeunes à lire. Mais je pense que c'est un problème qui existe depuis longtemps. Après, on n'a pas cette culture de la lecture chez nous, on a plus une culture de l'oralité chez nous. Il ne faut pas l'oublier aussi. La culture dans laquelle on grandit structure notre rapport aux choses, aux objets qui nous entourent. Nous sommes nés dans une culture de l'oralité. Nous apprenons plus par l'oralité. Je donne un exemple simple qui n'est pas littéraire. Aujourd'hui, je travaille dans le milieu de la santé. Et avant de partir en France, je travaillais au Togo et toujours dans le milieu de la santé. Et même dans notre entourage, combien de fois on n'a pas vu quelqu'un à qui on a prescrit un médicament, on lui a dit, voilà, ça c'est le médicament, matin, midi, soir, sur l'ordonnance. Un comprimé matin, un comprimé midi, un comprimé le soir. La même personne va à la pharmacie, le pharmacien trace sur la boîte, il voit le nom de le pharmacien du temps le médicament, il voit le nom du médicament et se rappelle que son voisin d'à côté ou son frère a déjà pris ce médicament-là. Il revient à la maison, il laisse la posologie du médecin, il laisse la posologie que le pharmacien a mis sur la boîte et il demande à son frère, tu as déjà pris ce médicament? Non, et je vois que c'est efficace. Comment tu l'as pu? Le mec qui lui dit, moi je prends un comprimé le matin et un comprimé le soir. Entre ce qui est écrit, ce qui lui est dit par le pharmacien, il va écouter il va faire plus confiance à son voisin. Or, peut-être qu'il ne souffre pas du même mal, bien que le médicament, voilà. Mais par contre, en France, le voisin peut dire que ce n'est pas une dose élevée, il le dit pas même quoi, et après, s'il y a un souci, il revient voir son médecin pour qu'on lui change la posologie. Parce que tant qu'on lui change, il y a certains qui vont toujours le prendre ainsi, mais beaucoup reviennent pour qu'on leur change la posologie. Donc, c'est cette culture de l'oralité-là, la confiance qu'on a à ce que dit l'être de confiance qui est à côté, et qui n'est pas l'auteur inconnu, qui est dans un bouquin. Je pense que ça joue aussi sur le rapport que nous avons ici avec l'écriture. Et il ne faut pas savoir qu'on est sur le second, qu'on est dans un pays. Je ne cherche pas d'excuses pour ceux qui ne lisent pas, mais on est dans une culture, dans un pays sous-développé. Et par exemple, il y a la pose, combien ça vous fait? Non, je ne sais pas comment. Face cachée, 3 000. Voilà, pour un étudiant qui va acheter, qui va lire, qui va acheter mais qui va peut-être le lire à 3 000, qui va peut-être le lire en 2 jours, et qui le mois prochain doit acheter encore un autre livre à 3 000 et tout ça, il lui reste combien? Alors qu'il se déplace peut-être depuis CV pour venir à la fac, ça fait des dépenses. Maintenant, s'il y a une panoplie de livres à la bibliothèque, que l'étudiant sur la fac chaque jour et qu'il n'en profite pas, là, franchement, c'est un manque de volonté, selon moi. Voilà. Donc, il y a des facteurs culturels, des facteurs historiques qui font que les jeunes ne lisent pas, mais il y a aussi le manque de volonté. Ou bien de ne pas avoir grandi dans une structure où on valorise la lecture. Voilà, les lectures qui m'ont. Avant, je lisais tout ce qui me tombait sur la main, de Mickey, de Planète Jeu, à Stendhal, et Baudelaire et autres. Voilà, je lisais. J'avais pas de préférence quand j'étais jeune parce que je ne choisissais pas les livres que je lisais. Aujourd'hui, je suis allée à la bibliothèque. J'ai lu le résumé de ce livre sur Internet, ça m'intéresse bien. Mais avant, soit on me les offrait, soit je vais à Tom et Jerry et c'est ce qu'il y a que je prends. Donc, je n'avais pas le choix. Donc, je prenais tout ce qui me tombait sur la tête. Mais
le truc, c'est que quand on veut être auteur, quel que soit ce que tu dis, ça participe toujours à la construction de ton profil d'auteur. Donc, est-ce que la France m'a influencé forcément? Mais je pense qu'en écrivant le roman sur lequel je travaille actuellement, j'ai commencé en 2017 au Togo. J'ai 11 versions différentes du début de cette histoire et je viens enfin de trouver la bonne version après avoir vécu 5 ans pratiquement en France. Donc du coup, forcément, je vois que moi, je remarque que mon regard a changé sur comment j'imaginais mes personnages, comment j'imaginais l'univers et comment je vois les choses, comment je les vois aujourd'hui. Il y a eu une certaine évolution, une certaine dynamique, je dirais. Métaphysique, mystique. On est en Afrique. Moi, je crois mystique. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer quand on est en Afrique. Certes, la science explique beaucoup de choses, mais pas tout jusqu'à nos jours. Et je pense que le mystique nous permet pas d'avoir des réponses vraies, mais d'avoir des réponses qui nous permettent d'évoluer. Parce que tant qu'il y a une crise, et tant qu'il y a quelque chose d'incompris, et à qui on n'arrive pas à attribuer une cause, on reste bloqué. C'est comme on attend beaucoup dehors. Tant qu'on ne se dit pas que c'est un pneu qui est éclaté, ou bien voilà, on sera là, qu'est-ce qui s'est passé, on va plus suivre ce qui se passe ici. L'être humain, comme ça, on dit ça fait ça quoi, attribution causale en psychologie. Et voilà, il faut qu'on arrive à attribuer une cause. On n'a pas besoin que ce soit forcément vrai ou faux. Mais ça, et je pense que notre culture africaine est basée sur ça, en fait. Le mystique fait partie de ça. Et le mystique nourrit notre culture. Et le mystique nous permet d'avoir une certaine identité. Et l'identité que je porte aujourd'hui, que je déménage de la France pour m'installer aux États-Unis, au Japon, il y aura toujours cette part de mystère qui sera toujours en moi. Est-ce que j'ai eu le temps de raconter une petite anecdote? Voilà, c'est un peu ça. Merci, Céline, d'avoir partagé tes petits secrets avec nous. J'espère que vous avez aimé. Et donc, à très bientôt pour la suite. D'autres ouvrages sont disponibles sur son page. Belle ici, begin there,